Des solutions qui viennent de nos campagnes. Nicolas Hazard est mon invité, il est entrepreneur et il nous dit ce que je suis prêt à croire, que le bonheur est dans le village. Vous recensez dans ce petit ouvrage paru chez Flammarion des solutions qui viennent de nos campagnes. Alors, ce sont des histoires de vie, hein. Ce sont des histoires d'hommes, de femmes, de solidarité humaine, de solidarité économique, des personnes qui inventent des pratiques. Ça montre qu'il y a espèce de foisonnement intelligent dans nos campagnes. La vie ne se fait pas que dans les métropoles. Et c'est un monde concret, très concret que vous abordez. En réalité, c'est des choses qui pèsent sur le quotidien. Agilité, ingéniosité, solidarité, vous retrouvez là dans la trilogie ? Oh oui, tout à fait, hein. C'est l'idée en tous les cas en cette période qui est un peu compliquée, de se dire qu'il y a des solutions, qu'on peut inventer un monde de demain, un monde qui soit différent, qui soit inclusif, qui soit durable, qui réponde aux grands enjeux de société auxquels on est confronté aujourd'hui. Et donc ces 30 histoires de femmes et d'hommes qui ont décidé à leur échelle et à l'échelle d'un village de changer les choses, de prendre leur destin en main, de créer, d'innover et de réenchanter leur vie. Bon, il y a un peu d'atavisme dans les choix que j'ai faits, mais c'est pas très grave. Par exemple, Guéret. Guéret, c'est la préfecture du département de la Creuse, c'est moins de 15 000 habitants, et vous y racontez une histoire autour de ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire l'économie des cheveux gris. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des départements qui vieillissent. Vous vous rappelez d'ailleurs que la part des plus de 65 ans va dépasser celle des moins de 25 ans dans ce département. Et donc, vous racontez l'histoire de gens qui se sont réunis pour créer un espace de domotique. Racontez-nous en 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est qu'un espace comme ça, dans le Cantal, qui est quand même hors des grands circuits là, de la mondialisation. Là, c'est la Creuse, mais il y a le Cantal aussi. Il y a le Cantal, il y a la Creuse. Mais tous ces départements-là, et il y en a plein d'autres, hein, le Lot, dont je sais que vous connaissez bien, qui vous est cher. Oui. Et donc dans tous ces départements-là, c'est des départements qui sont hors des circuits de la mondialisation et donc qui doivent se inventer une économie qui leur est propre. La spécificité, en l'occurrence, à Guéret, c'est qu'en 2023, il y aura plus de personnes qui ont plus de 65 ans que moins de 25 ans. Et ça préfigure ce que sera l'Union européenne d'ici 20 ans. On aura la même démographie. Et donc, ce qu'ils sont dit, c'est que de faire de cette pseudo-faiblesse une force et de développer de l'innovation, des compétences, des connaissances, un vrai savoir-faire et être en avance sur la démographie de demain. Et donc, ils ont créé tout un pôle de domotique. Alors, la domotique, c'est l'équipement de la maison pour la sécurité. Exactement. C'est l'ergonomie de la maison, on va dire. Voilà. Leur but, c'est que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps possible chez elles. Ouais. Et donc, pour ça, ils testent plein de solutions. Ils équipent plein de foyers à Guéret et dans les alentours. Notamment des signaux lumineux, vous savez. Le marquage lumineux au sol. Lumineux au sol, comme dans l'avion, mais sauf que c'est entre le lit et les toilettes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de chutes et d'accidents qui arrivent aux personnes âgées, ça arrive pendant la nuit, quand on veut aller aux toilettes. Et donc, c'est des marquages lumineux qui permettent d'éviter des chutes. Et une chute évitée, c'est 8 000 € d'économiser pour la sécurité sociale. Et donc, ils inventent plein de choses comme ça. Ils testent des solutions et ils deviennent innovants et ils montrent qu'un territoire comme ça, c'est être à la pointe de la technologie. Et pourquoi on ne parle jamais de ça ? C'est très bien que vous ayez écrit un livre, mais c'est formidable parce que moi, j'ai parcouru un certain nombre de vos portraits et il y a des petites choses concrètes. Vous savez, en France, on est dans les grandes politiques. On fait une loi en se disant il y a un horizon, on veut changer le monde. Là, au fond, on change la vie des gens. C'est ça qui compte. Et surtout, ce qui est important... On la change favorablement. On la change favorablement, bien en positif. Moi, je crois plus trop aux politiques, au fait que ça viendra du haut et qu'on nous dira exactement quoi faire et qu'on va organiser des filières, des industries, etc. Pour moi, l'économie de demain, le monde de demain, c'est les citoyens, c'est vous et moi qui allons créer des choses à notre échelle et après, ça fera boule de neige. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, on n'en parle pas assez. Il y a des idées fabuleuses, il y en a 30, mais en vrai, il y en a 100, j'en connais 150, 200 que j'ai pu rencontrer. Il y a de quoi faire 10 tomes. Mais c'est des personnes qui véritablement changent les choses à leur échelle et après en inspirent d'autres.
ça essaime, et petit à petit, c'est comme ça qu'on va changer les mentalités. C'est comme ça qu'ont été créés les circuits courts. C'est créé comme ça que sont des villages entiers, et j'en parle, sont autonomes en énergie. Alors, créent l'énergie renouvelable. La Capelle-Marival, département du Lot, 1287 habitants. Alors, il y a quelques chapitres dans votre livre. Il y a des directions, en tout cas. Hein. Se créer un revenu en luttant contre le réchauffement climatique. Et là, à la Capelle-Marival, c'est l'histoire d'une coopérative de production d'énergie. On se dit, l'énergie, c'est EDF, c'est les grands réseaux. Pas du tout. Pas du tout. Alors, pas seulement. C'est un 2 en 1, c'est un double effet. La Capelle-Marival, en l'occurrence, ce qu'on appelle le pays Figeac. Ouais. En l'occurrence, c'est des agriculteurs qui vivent de leur boulot, qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que c'est dur, ils sont face à une concurrence féroce. Et ils se sont dit, il faudrait qu'on ait un complément de revenu à notre travail d'agriculteur. Et en même temps, nous, on est des gens engagés. Souvent, on oppose l'agriculture à l'écologie, alors que pas du tout. Au contraire, souvent, c'est très lié. D'ailleurs, bio, c'est la vie, c'est la terre, c'est lié. La biologie, c'est ça. Exactement. Ouais, donc on est là-dessus. Et donc, ils décident d'utiliser tous les toits des différents hangars qu'ils peuvent avoir, des élevages qu'ils ont notamment, pour créer de l'énergie solaire et des parcs d'énergie solaire qu'ils utilisent. Et ils utilisent non seulement les toits pour faire ça, mais en même temps, ils font de la méthanisation, où ils utilisent donc du coup le lisier, etc., pour créer de l'énergie. Et donc, ça leur représente pour eux 20% de revenus en plus. Et donc, à la fois... Parce qu'ils vendent l'énergie. Ils vendent l'énergie. Ouais, donc, à la fois, du coup, le pays de Figeac est quasiment autonome en énergie renouvelable. Donc, empreinte écologique positive, et en même temps, ça permet un complément de revenus substantiel pour les agriculteurs. Ouais, c'est un double effet. Dites-moi, qu'est-ce qu'on pense des citadins dans les campagnes que vous avez rencontrées ? Comme vous, je vais souvent à la campagne, et j'y vois des choses extrêmement concrètes. Je pense d'ailleurs que ce qui manque à notre époque, c'est précisément des gens capables de faire les choses. Je connais beaucoup de gens qui sont capables de penser les choses. Des gens qui sont capables de les faire, j'en connais un tout petit peu moins. Donc à la campagne, on pense quoi ? La première idée des citadins, c'est toujours l'image du bobo. Il y a le bobo qui arrive, qui aime la campagne parce qu'il vient en vacances. Ouais, vrai, ouais. Il veut plus que le chant du coq le perturbe le matin. Le perturbe le matin à 6 heures, les cloches des vaches, etc. Mais ce qui est intéressant, donc ça c'est l'a priori qu'on a, mais les citadins aussi, ils ont un a priori sur les gens qui vivent à la campagne, les personnes de la ruralité. Hein, on entend les ploucs, les bouseux, il y a des choses encore. Bon, pas toujours, non. Pas chez tout le monde, mais il y a des a priori d'un côté comme de l'autre. Mais le succès de ces 30 histoires que je raconte là-dedans, c'est qu'à un moment, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange entre des personnes en local et des gens qui sont venus de l'extérieur, de la ville ou non. Et ensemble, ils ont souvent créé des idées, ils ont réussi à innover. Il y a un exemple dans la Drôme qui est très fort, qui s'appelle la Bio-Vallée. Ouais. La Bio-Vallée, aujourd'hui, c'est plus de 50% en agriculture écologique, c'est des cantines en agriculture écologique, c'est un pôle écologique incroyable où ils ont, et bio, encore une fois, de la vie, ils ont voulu préserver le fleuve qui est la Drôme et ils ont monté une association pour le faire. Et ça, c'est parti de quoi ? Des étrangers, des Néerlandais, des Suisses qui sont venus s'installer dans les années 70 et avec les locaux, on construit cette bio-vallée et on construit aujourd'hui ce qui est un des fleurons de la nouvelle économie, en tout cas écologique en France. Il y a beaucoup de concret dans les territoires. On va regarder quelques images de ce qui s'est passé dans les Cévennes. Je ne sais pas si vous y êtes intéressé, mais un atelier, une petite usine attachée à son terroir, à son territoire. Vous voyez, c'est un atelier de textile. On le voit sur ces images. Est-ce que vous saviez qu'on fait des jeans ? Des jeans dans le département des Cévennes. Alors, l'entreprise a rencontré des difficultés au moment de la crise. Elle a trouvé des solutions pour continuer à produire. Les jeans, là, que vous voyez à l'écran, ça, c'est le fils du patron, si je puis dire, celui qui va prendre la main. Ils sont vendus partout dans le monde aujourd'hui. Ils sont expédiés partout dans le monde. Et pendant la période du Covid, l'entreprise s'est reconvertie, elle a fabriqué des masques, etc. Enfin, c'est une espèce de made in Lozère qui est très utile. Moi, ce que j'ai retenu... qui est utile au moment où on cherche des solutions. Ce que j'ai retenu de votre ouvrage, vous dites, la première phrase, c'est « Nos parents avaient l'espoir d'une vie meilleure, nos enfants pourront être satisfaits si elles ne régressent pas ». En fait, on peut faire mentir cette prophétie. Simplement, il faut inventer des choses. Il faut plus qu'inventer, il faut
Inventer et faire. drastiquement révolutionner les choses et Ouais. révolutionner le système. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est bloqué qu'avec la mondialisation, qu'avec la politique qui est faite d'intérêts, de lobbies, que tout est bloqué, que tout est cadenassé. Et donc, on doit juste attendre que ça se passe, attendre que ça change, regarder la télé et se dire, ah bah finalement, ça change pas, on va dans le mur, etc. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je suis extrêmement optimiste. Et justement, c'est un livre pour partager cet C'est optimisme. un peu d'air frais, je l'admets. Oui. Pour dire non, au contraire, les solutions, elles existent. Aujourd'hui, on a les moyens, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, si on veut relocaliser notre économie, si on veut construire une économie qui est plus inclusive, créer des jobs pour tout le monde et pour le plus grand nombre, on peut le faire. Il y a les moyens de le faire. Et ça, c'est des histoires qui sont à l'échelle microéconomique, mais qui derrière, si elles sont essaimées, dupliquées, elles peuvent grandir et on peut les voir demain partout et elles peuvent devenir dominantes dans notre système économique. En tout cas, elles existent déjà. Il y a cet autre exemple que vous citez, c'est à Rochefort-Montagne, dans le département du Puy-de-Dôme. C'est à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. C'est un garçon qui s'appelle Thomas, qui n'est pas originaire du pays. Il a grandi sur l'île d'Oléron et il a créé Ecov. Alors avec un double objectif qui était d'abord de lutter contre les pollutions inutiles, si je puis dire, en partant d'un principe extrêmement simple qui est que dans une voiture, en général, il y a 5 places. Il y en a une qui est occupée, ça c'est certain, c'est celle du conducteur. Et la plupart du temps, les voitures, quand on regarde les gens aller au travail le matin, partir au travail ou en revenir, c'est souvent une personne dans la voiture. Donc, utiliser un actif qui est mal utilisé, la voiture, au service du collectif, c'est-à-dire il organise du transport public avec des voitures. Exactement. Il utilise, c'est entre le covoiturage et le stop. En gros, il met des bornes dans des villages. Et chacun peut aller se connecter à la borne, aller à la borne, comme on va à un arrêt de bus, et finalement se mettre en contact avec une personne qui va dans la même direction que nous, et potentiellement au même endroit. Et donc, en l'occurrence, quand on est à Rochefort-Montagne, il y a beaucoup de gens le matin qui vont aller bosser à Clermont-Ferrand. Ouais. Et donc, du coup, c'est se connecter pour aller à Clermont. Et, et ça va très vite, en fait. On n'attend pas 15 minutes, 20 minutes. Hein. Généralement, en moins de 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive. Et ça permet à la fois de nouer des amitiés, d'avoir une empreinte écologique positive, et puis pas utiliser sa voiture tout le temps. Et voilà, et donc de l'utiliser rationnellement. De l'utiliser rationnellement et de l'optimiser. Bien sûr. Merci beaucoup, Nicolas Hazard. Le bonheur est dans le village. Il faut envoyer ça dans les ministères. C'est utile, hein, à la présidence de la République. Et puis, il faut que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui le lisent parce que c'est vraiment un peu d'air frais. Merci. Merci à vous tous de votre fidélité renouvelée encore cette semaine. Merci d'être nombreux. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot. Je vous retrouve lundi en direct sur LCI à 16h à lundi. Profitez de votre